Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Iti. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, chers émotifs talentueux, pour ce nouvel épisode de podcast, épisode dans lequel nous allons aborder tout ce qui tourne alentour du test, du testing, du bilan, parce que très souvent j'ai des questions alentour de cet aspect-là. Les gens me demandent, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de se faire tester, de ne pas se faire tester, pourquoi on se ferait tester, où aller se faire tester, via quel type de test, de bilan, enfin voilà, ça peut être également quelque chose d'assez complexe, et donc je vais faire le tour de la question avec différents éléments, et je vais commencer par, on espère, le début évidemment. Alors, en fait, très souvent, il y a ce questionnement au moment de la phase de révolution-révélation, hein, donc c'est la phase dans laquelle on se découvre une singularité, ou en tout cas on découvre qu'on peut mettre des mots sur cette singularité. C'est une phase dans laquelle il y a beaucoup de questions, on veut savoir où on se situe, et on va dire, ah ben oui, je suis concerné par le haut potentiel, la multipotentialité ou l'hypersensibilité pour telle et telle raison. Oui, parce que ce que j'entends qu'un tel me partage, ça me parle. Moi, je fonctionnais comme ça déjà quand j'étais enfant. Ah oui, mais ça, c'est tout à fait moi. Ça donne du sens à mon sentiment de décalage. Et puis après, on va venir également avec toute une série de choses telles que, non, c'est pas possible parce que moi, j'étais pas bon à l'école, parce que il s'est passé ça dans ma vie, et je suis pas bon en maths, et je ne sais pas faire telle chose. Si j'étais intelligente, je pourrais. Je ne sais pas raconter des histoires comme un tel le fait. J'écris pas bien, ça me prend du temps. Je fais des fautes d'orthographe, etc. Et on va tenter d'alimenter toute une série de raisons qui vont confirmer nos doutes et qui vont nous laisser croire que non, effectivement, nous ne sommes pas concernés. Ok ? Alors, la question effectivement du bilan, hein, c'est tous ces allers-retours, tous ces doutes, et la question du bilan à un moment donné, c'est de se dire, oui, je suis concerné, ou je ne le suis pas. C'est assez compliqué et plutôt rare, hein, pas systématiquement, mais plutôt rare que quelqu'un se fasse tester tout de suite, sauf si c'est tellement évident pour lui et qu'il a tellement besoin d'avoir une confirmation que, et ça a été mon cas, on va y aller, hein, on va aller se faire tester. Mais je me rends compte que pour beaucoup de personnes, avant que ne se pose vraiment la question de faire évaluer ce QI, hein, par exemple, ou d'autres choses, et je vais en reparler dans ce podcast, eh bien, il y a toute une série de choses à digérer, il y a toute une série d'étapes par lesquelles passer avant. Dans mon expérience, vous savez, hein, que je parle de différentes phases. Dans mon expérience, on est plutôt, on décide d'y aller ou de ne pas y aller d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui consciemment disent non, moi je n'ai pas envie de savoir, je suis bien comme je suis, j'ai appris mon mode de fonctionnement et ça ne m'intéresse pas d'aller plus loin, en tout cas pas sur ce plan-là. Mais généralement, quand on est on va dire en fin de phase de révélation-révolution, hein, donc c'est cette phase de découverte qui, dans mon expérience, dure à peu près une année. Ça peut être plus court, ça peut être plus long, mais voilà. Moi, je dis que c'est pendant quelques mois, pendant cette année, il y a cette phase. Et très souvent, c'est à ce moment-là qu'on décide, oui ou non, mais une fois de plus, hein, mais qu'on décide au début de la phase suivante. Ok ?
Et donc, si vous décidez que vous, finalement, ça va rien vous apporter et que vous n'avez pas spécialement envie de passer un test, voilà, problème, enfin, pour peu que ce soit un problème, mais question en tout cas résolue. Maintenant, d'autres personnes me disent, OK, moi j'ai décidé de passer alors très souvent, les gens disent un test. Moi, je préfère dire un bilan quand on fait référence au potentiel. Les personnes me disent, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Alors moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'est-ce que vous voulez tester? Est-ce que vous voulez avoir une confirmation de votre QI et donc, c'est comme ça que les tests se font assez souvent, mais c'est pas forcément comme ça que moi je vois les choses, mais que vous êtes concerné par le haut potentiel ou pas. Est-ce que vous voulez plutôt avoir un retour sur votre hypersensibilité, sur l'hyperexcitabilité? Est-ce que vous voulez apprendre à mieux vous connaître? Voilà, il y a toute une série de choses qui sont tellement importantes, et ça, c'est le point de départ, parce que c'est en étant au clair avec ce que vous voulez avoir comme information, avoir comme retour, ce que vous cherchez comme objectif, que vous allez pouvoir effectivement faire les bons choix. Alors, un deuxième aspect, et ça rejoint un petit peu ce que j'ai abordé dans l'épisode 3 de ce podcast, hein, dans lequel on dit, est-ce qu'on dit qu'on est concerné par le haut potentiel ou pas? Et la démarche est la même. Est-ce que, pourquoi? Pourquoi on veut effectivement se tester? Est-ce que c'est parce qu'on veut être sûr? Moi, ça a été ça à un moment donné, et je le retrouve chez certaines personnes. Quand il y a ce doute, plutôt que de vivre avec le doute, parce que pour moi, ça, c'était insoutenable, je dis, je vais y aller. Ce sera peut-être oui, ce sera peut-être non, mais au moins, voilà, j'y vais, et ça, c'est fait. OK. La question à se poser en ce moment-là, c'est effectivement si ça valide ce que vous pensez être un haut potentiel, c'est une chose. Mais par contre, si ça invalide, et je prends des précautions à ce niveau-là parce que ça ne reste quand même qu'un test, qu'un bilan, hein, en l'occurrence, et à un moment donné de votre vie. Hein. Donc, je trouve que c'est important de prendre ce recul. Et d'ailleurs, on va en reparler un petit peu plus loin, de savoir avec qui on décide de travailler pour que cette personne, ce professionnel, puisse vous aider à prendre ce recul-là. D'accord? Parce que si effectivement il s'avère que on n'est pas concerné, comment on va réguler cet aspect-là des choses et comment on va avancer. J'ai entendu des personnes qui m'ont partagé ça dans certains de mes groupes en disant, mais voilà, il s'avère que j'ai un QI de 120 par exemple, beaucoup de caractéristiques de haut potentiel, donc officiellement je ne suis pas concernée. Cela dit, moi ça m'a permis de me situer, d'avoir un chouette échange avec la personne qui m'a accompagnée dans ce bilan et de me dire que j'étais déjà au clair d'ailleurs sur le fait que c'était ok pour moi de ne pas avoir ce que la personne appelait cette étiquette au potentiel, mais voilà, je sais exactement où je me situe et ça me convient tout à fait. C'est vrai pour certaines personnes comme ça peut ne pas être vrai pour d'autres. Ok. Alors ce qu'on veut peut-être tester, trouver comme information, c'est apprendre à mieux se connaître. Hein, même chose, là je vais parler des différents rangs de possibilités parce que voilà, tout ne vous permet pas forcément de vous connaître. Hein. Un chiffre qui va vous être donné et une validation, oui, vous êtes concerné par le haut potentiel, ne va pas vous permettre de mieux vous connaître. Ok. Et donc, une fois de plus, qu'est-ce qui est important pour vous? Ok. Alors attention aussi, parce que si vous allez tester votre haut potentiel en recherche d'une reconnaissance, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc il y a juste quelques minutes, si effectivement ça ne valide pas ce côté haut potentiel, et une fois de plus je prends toutes les précautions nécessaires par rapport à ce terme validation, je pense à un jeune homme, le fils d'une de mes amies. Pour moi, c'est une évidence, j'ai déjà partagé son exemple, c'est une évidence qu'il est concerné. Il se trouve que par rapport à toute une série d'aspects, y compris contextuels, et donc c'est-à-dire au moment auquel il a passé le bilan, avec le stress, etc., et d'autres aspects, le chiffre qui est sorti, c'est, je sais plus, 123, 125.
Une fois de plus pour moi, il n'y a pas de doute qu'il est concerné, mais pour lui, son monde s'est écroulé parce que s'il n'avait pas 130, il n'avait pas cette reconnaissance. Et qui plus est, il ne l'a pas forcément fait avec un psy qui était habitué à ce genre de profil et donc qui n'a probablement pas eu les mots dont il aurait eu besoin à ce moment-là et le regard dont il aurait eu besoin. Donc, une fois de plus, tout n'est pas forcément fluide et simple, mais je trouve que c'est important de pouvoir nommer également, ok? Et bah, effectivement, à partir du moment où effectivement c'est validé, parce qu'il y a un chiffre qui est associé à ce que vous venez de passer comme bilan, euh, la question, c'est de nouveau, et je vous renvoie à l'épisode précédent, au 3, c'est à qui vous allez le dire. Et puis probablement que c'est peut-être un petit peu de tout ça aussi. Alors, en tout cas, ce qui me semble important, c'est d'avoir pris le temps de comprendre, d'évaluer ce que vous recherchez, et ce qui est important pour vous, quels en sont effectivement les risques, et de bien mesurer ces risques, parce que l'idée, c'est quand même que ce soit une expérience, peu importe le résultat, que ce soit une expérience constructive et qui vous permettent d'avancer. Donc, en mesurant les risques et en le faisant peut-être avec un professionnel, avec quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de thématique, ça peut être intéressant aussi de mesurer ça. Alors justement, quand on parle de risques, quels sont-ils? Pour moi, il y a une première chose, c'est que tout type de test, de bilan, d'assessment et tout ce que vous voulez, hein, y compris un bilan HP, est contextuel. C'est-à-dire qu'on est à un instant T. Vous allez venir à un moment où vous avez peut-être très très bien dormi la veille, vous avez peut-être pas bien dormi, vous êtes peut-être en situation de burn-out, vous êtes peut-être en super forme, il se passe des choses dans votre vie, c'est peut-être le bon ou pas le bon moment, ou vous êtes peut-être pas au top de votre forme. Moi, ce que j'ai entendu quand même de temps en temps sont des personnes qui sont sur une liste d'attente et une fois qu'ils ont un rendez-vous, bah, ils tiennent à ce rendez-vous, ils se mettent de la pression, ils dorment pas bien ou ils se trouvent qu'ils sont malades ou il se passe quelque chose dans leur vie à ce moment-là et comme ils veulent pas rater leur rendez-vous et repartir dans une attente de nouveau de quelques mois, bah, ils y vont. Pas sûr que ce soit nécessairement la bonne manière de faire et ça, je trouve que c'est important de pouvoir le nommer également. Okay. Alors, il peut y avoir du stress, de la dépression, etc. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que peu importe ce que vous allez choisir, une fois de plus, je vais lister tout ça après, mais tout ne dit pas tout. Chacun, une fois de plus, des tests et du mode de testing que vous allez choisir vont vous donner un élément et donc ça je vous reviens un ou plusieurs éléments et je vous ramène à ce côté objectif, qu'est-ce que vous cherchez. Un élément qui me semble important et c'est pas vrai que sur les tests de QI, d'hypersensibilité, assessment, etc. c'est vrai pour beaucoup de choses et j'en parle assez souvent dans les messages que je transmets, c'est avec qui vous allez le passer et jusqu'où vous vous en sentez en relation de confiance avec cette personne. Donc pour limiter les risques, je vous invite vraiment à si possible, vous renseigner alentour de vous, de voir comment fonctionne cette personne, éventuellement d'échanger avec cette personne, de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. C'est important, c'est un moment important pour vous, et de voir comment vous êtes accueilli, comment on vous répond, parce que c'est probablement déjà un aperçu de la façon dont ça va se dérouler pour la suite. Donc, moi, perso, je vous invite plutôt à peut-être attendre un petit peu plus longtemps, mais de vous sentir dans un climat de confiance suffisamment établi que pour pouvoir y aller de manière sereine. Ça me paraît important avant. OK? Et donc, donc, il y a ça comme risque. Il y a également dans les risques le fait parce que j'en ai parlé, hein, cette question d'objectif. Si vous n'êtes pas posé les bonnes questions avant de la raison pour laquelle vous vouliez passer ce test en question, vous risquez de ne pas avoir les bonnes réponses. Hein, donc, je réinsiste là-dessus. Si on se réfère uniquement au test de QI, donc au bilan au potentiel classique,
validé par, une fois de plus, qui ne dit pas tout. Et on peut être pour ou contre. Moi, mon propos ici, c'est juste de vous expliquer, c'est vous qui voyez ce qui vous correspond, mais en tout cas, officiellement, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on détermine le haut potentiel via un bilan WISE, en fonction de comment vous avez envie de le dire, ok? En tout cas, pour les adultes, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui consiste en plusieurs étapes. D'abord, une anamnèse avec le professionnel qui va essayer de comprendre et à travers votre histoire de vie, voir ce qui peut déjà nous permettre de déceler un haut potentiel, comprendre ce que vous recherchez et qui va vous expliquer comment le testing en tant que tel va se dérouler. Testing qui dure lors d'une autre séance en une moyenne de 2 heures. Et puis la troisième étape, en tout cas dans la formule classique, ça va être on vous rétrocède les résultats. Donc ça c'est le bilan au potentiel. Alors, ce bilan au potentiel a pour but de valider effectivement le fait que vous êtes concerné pas et de vous donner un chiffre basé sur 4 subtests. Okay? Chacun des subtests attribue un score. Okay? Et le QI moyen est pas tout à fait une moyenne, mais reprend ces 4 subtests pour pouvoir vous donner un chiffre. Quand entre au moins 2 de ces subtests, il y a un écart de plus de 12 points, on parle de QI hétérogène. Ok? Alors que quand on n'a jamais plus qu'un écart de 12 points, on parle de QI homogène, donc un résultat plutôt homogène. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a un résultat hétérogène, certains professionnels vont vous dire qu'on ne peut pas déterminer avec certitude et donner un chiffre, d'autres ne sont pas tout à fait en phase avec ça. Et puis, quand on a effectivement un résultat homogène, on serait, entre guillemets, sûr du chiffre en question. Okay? Donc, se pose la question de jusqu'où vous allez pouvoir vivre avec, si c'est le cas, cette incertitude qu'on vous donne un chiffre ou qu'on ne vous donne pas de chiffre, qu'on vous donne des 4 échelles dans des subtests, mais que vous n'ayez pas cette fameuse moyenne qui valide ou pas ce fameux haut potentiel. Okay? Et ça, le risque, effectivement, c'est d'augmenter encore plus les risques et de mettre encore plus de brouillard dans toute cette histoire-là. D'autant plus que ça peut se passer quand il y a un trouble associé. Je vous ai déjà parlé de la double exceptionnalité. La double exceptionnalité, c'est le haut potentiel qui se cumule avec un trouble. Un des troubles peut être trouble de l'apprentissage, un trouble 10, un TDA, donc déficit d'attention ou une hyperactivité, etc. Quand il y a un trouble qui est associé, et le jeune homme dont je vous parlais, l'ami de cet ami dont je vous parlais, pour moi, c'est une évidence qu'il est concerné par un trouble de l'attention et d'une hyperactivité, et donc forcément, ça fausse les résultats. Parce que il y a une composante à tenir en compte qui n'est pas forcément tenue en compte si on va trouver un professionnel qui est probablement très compétent par rapport au potentiel, mais qui n'est pas forcément habilité à repérer tous les troubles qui peuvent se cumuler. Okay? Il y a une série de personnes qui sont effectivement bien au courant de ça, et c'est important de pouvoir questionner avant aussi, de savoir, tiens, est-ce qu'ils tiennent compte d'une éventuelle double exceptionnalité, quitte même à faire évaluer par la suite un TDA, un trouble 10, etc. Mais ça, c'est encore autre chose, mais c'est important de pouvoir le mettre dans le paysage général. Okay? J'étais dans les risques, donc je reviens aux risques. Il se peut que vous n'ayez pas encore assez de recul dans cette phase d'intégration. Si vous venez tout de suite là, il y a quelques semaines, de découvrir que vous étiez concerné, peut-être qu'il y a encore un aspect émotionnel qui est encore trop intense que pour que ce soit nécessairement le bon moment pour passer ce bilan, parce que d'une part, on ne s'est pas posé les bonnes questions, parce qu'il peut encore y avoir beaucoup de fluctuations émotionnelles. Et à titre personnel, je trouve que ce soit d'ailleurs un bilan au potentiel ou d'autres types de tests, je trouve que c'est important d'y arriver de manière relativement sereine, pas préparée, parce qu'on prépare pas ça, puisqu'on teste quelque chose de tous les jours et non pas un examen, entendons-nous bien. Ça me semble vraiment important d'y aller à un moment où on est ancré, posé, et où on va pouvoir
donner pas le meilleur de soi-même, mais donner de qui on est dans son authenticité, si je peux dire, et sans augmenter le stress et en tenant compte effectivement de certains facteurs tels que la fatigue ou les facteurs extérieurs qui vont avoir un impact sur notre mode de fonctionnement. Voilà, ça me paraît vraiment important. Dernier risque, et il y en a probablement toute une série d'autres, hein, j'en ai déjà partiellement parlé, mais effectivement, qu'est-ce que ça va vous faire si c'est invalidé? Hein, je déteste ce mot, mais voilà, dès le moment où on va faire valider quelque chose, il y a forcément le risque que ça ne soit pas validé, donc invalide. Et c'est pas pour rien que j'utilise ce mot-là, même si je le déteste, parce que pour moi, jamais on peut vous dire que vous êtes invalide, mais néanmoins, le mode de fonctionnement de certains tests fait que c'est comme ça que ça peut se passer. Et en fonction de la sensibilité du professionnel qui va être en face de vous, vous allez peut-être être entendu d'une certaine manière ou pas, et la personne va prendre de précautions qu'une autre personne ne prendra pas. D'où l'importance de pouvoir être en confiance et de vraiment évaluer avec qui vous allez passer cette étape qui est importante. Ok? Donc, à ce moment-ci, puisque je vous ai quand même, à travers ce que je vous explique maintenant, je vous parle essentiellement pour l'instant du fameux bilan au potentiel, hein, en 3 parties du WISE. Ça pose la question, effectivement, de quels sont les tests et quels sont les autres tests également, et qu'est-ce qu'ils vont vous apporter. Donc, comme je l'ai dit, le test du QI qui mesure le haut potentiel intellectuel ou pas, c'est une version officielle, elle ne dit pas tout. Pour le moment, voilà, c'est ce qu'on a, ok? Je ne désespère pas qu'un jour on puisse aller un petit peu plus loin et vous donner des informations qui vont vous permettre de mieux vous connaître. Hein. D'ailleurs, certaines associations, certains pros, psy ou neuropsy associent ça à d'autres tests pour donner une image complète. Ça peut être pas mal, ok? Et donc, je rappelle que, une fois de plus, j'insiste très très fort, hein, mais l'expertise et le fait que la personne ait vraiment une connaissance du sujet et une expérience du sujet, ça me semble vraiment très 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 important, ok? Et que la personne puisse vous référer aussi si effectivement on suspecte un trouble, qu'elle sache où vous renvoyer, voire même collaborer avec la personne. Ça me semble vraiment essentiel. Si on veut évaluer aussi le haut potentiel, il y a la possibilité Mensa. Certaines personnes vont passer les tests chez Mensa, donc c'est un test qu'ils ont développé en interne, je pense, qui est plus centré logico-mathématique. Et en fait, c'est très amusant. J'ai une petite anecdote à ce niveau-là. À l'époque, en tout cas, où moi j'ai découvert mon propre haut potentiel, on peut aller sur leur site et faire un espèce de pré-test en ligne qui vous permettrait de voir si il vous est conseillé d'aller à l'étape suivante. Ok? Alors, ce qui est très drôle, c'est que moi j'ai fait ce test et que le côté logico-mathématique, c'est pas mon fort. Ok? Ou en tout cas tel que amené dans ce pré-test, voilà, c'est vraiment pas mon dada, hein, c'est pas moi. Et donc, moi, en gros, il m'était tout à fait déconseillé d'aller passer le test chez Mensa. C'est assez amusant. Après, moi, j'ai fait le choix d'aller passer un bilan au potentiel avec une psy, hein, selon les 3 étapes telles que je vous en ai parlé, qui a confirmé effectivement le bilan. Or, Mensa, je suis même pas sûre que ça aurait donné quelque chose avec un chiffre qui aurait validé le haut potentiel. Donc, soyez juste au clair avec ça. Peut-être que ça va mieux vous convenir. Mais là, c'est juste, vous allez passer un test et vous avez un résultat. C'est oui ou c'est non. D'ailleurs, Cécile Bost en parle dans son livre. Cécile Bost, qui a écrit plusieurs livres, elle explique son parcours et l'attente du résultat, entre autres en passant le test chez Mensa. Voilà. Et donc, une fois de plus, ça, c'est un chiffre. Alors, ce qui est intéressant quand même, je trouve, c'est en fonction du chiffre en question,
c'est de pouvoir voir dans quel écart type vous vous situez, puisqu'on sait que de 130 à 145, on parle de haut potentiel. Quand on passe la barre des 145 jusqu'à 160, on parle de très haut potentiel. Au-delà, c'est quand même beaucoup plus rare. Et on sait que le besoin d'adaptation et la capacité d'adaptation pour quelqu'un qui est très haut potentiel par rapport au reste du monde, si je peux dire, les personnes concernées par le très haut potentiel peuvent rencontrer plus de difficultés parce que simplement l'écart est encore plus important que pour les personnes qui se situent dans le haut potentiel, donc en 130 et 145. Voilà. Alors, il existe aussi toute une série de tests, comme par exemple ce qu'on appelle, ce que j'ai entendu, le test de la douance, par exemple, qui n'a pas de fondement, ou en tout cas, je ne pense pas que ça ait des fondements scientifiques. Ou en tout cas, c'est pas encore très répandu, donc je prends des précautions sur ça aussi. Euh, une fois de plus, où il y a des professionnels qui ont construit eux-mêmes leurs tests, et ça, c'est sûrement pas basé sur du scientifique. Après, moi, je suis pas en train de vous dire que vous devez aller chercher quelque chose basé sur du scientifique. C'est juste, soyez au clair avec ce que la personne va vous apporter, sur quelle base elle le passe. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça va vous permettre de mieux vous comprendre? Est-ce que cette personne connaît suffisamment le sujet que, à travers la façon dont elle va travailler avec vous et valider ou invalider, est-ce que ça va vous convenir et répondre à ce qui est important pour vous, sachant qu'un des risques, je me souviens un jour d'une jeune femme qui est arrivée en coaching chez moi, qui m'a dit, voilà, un tel m'a dit que j'avais un QI de 142, j'ai pas compris d'où il l'a sorti, et moi ça creuse encore mon sentiment d'illégitimité parce que je vois pas sur quoi il se base et j'avais besoin d'autre chose. Donc, et puis il y a d'autres personnes qui me disent, moi j'ai été testée par un tel qui m'a confirmé mon potentiel, ça m'a permis de comprendre telle et telle chose, je comprends mieux ceci, j'ai enfin compris pourquoi je n'arrive pas à communiquer de telle manière, elle a mis les mots sur le fait que je suis concernée par le très haut potentiel et ce qui explique pourquoi quand j'étais encore employée, je me sentais tellement seule et que j'arrivais comme un cheveu dans la soupe, et en plus la personne m'a expliqué telle ou telle chose. Une fois de plus, je ne dis pas que c'est pas bien ou bien, moi ce que je vous dis, c'est juste soyez au clair. Qu'est-ce que vous allez chercher? Et moi, à partir du moment où on a posé des mots et que vous savez ce que vous allez avoir et sur quel fondement, si ça vous convient, c'est magnifique. Voilà, c'est parfait. On a également les tests de hypersensibilité, hein, donc du docteur Hélène Aron. Vous allez aller retrouver le lien. Il y a un petit test très simple, hein, vous répondez à une série de questions et si vous rencontrez un certain nombre d'affirmations, ça confirme effectivement que vous êtes concerné par la haute sensibilité et que éventuellement vous êtes même un chercheur de sensations. C'est assez intéressant. C'est un test qui date déjà un certain moment. Vous pouvez l'avoir hein, sur www.emotif-talentueux.com/test au singulier HS. Ok. Ça va vous donner des réponses. Il y a pour le moment, je crois que c'est toujours en cours, un autre test qui sera utilisé par des professionnels prochainement, qui est en cours d'élaboration par effectivement le docteur Aaron. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi. Je fais la différence avec la haute sensibilité et le haut potentiel émotionnel dont on parle, j'en ai déjà parlé dans certaines séquences. Et on est vraiment dans quelque chose de différent. Quand on parle de la haute sensibilité, c'est ce fameux trait de caractère que vous avez depuis que vous êtes né. Ok, hein, ça se traduit de différentes manières. Alors, on a également le test de QE, donc de quotient émotionnel, qui est beaucoup utilisé dans le monde de l'entreprise. Moi, j'ai été accréditée, je suis toujours d'ailleurs à un bilan qui s'appelle, un test s'appelle EQI 2.0. Qui vous permet de voir où vous vous situez dans une série de 15 compétences de l'intelligence émotionnelle et qui vous permet de voir à quel moment ça peut coincer. C'est-à-dire que quand il y a un écart trop grand
dans l'évaluation de deux compétences et de certaines associations de compétences, ça peut expliquer pourquoi on peut avoir des difficultés relationnelles, de stress, d'accueil de soi, d'image de soi, etc. Ok. Beaucoup utilisés ces tests-là, il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres, hein, sont principalement utilisés dans le monde professionnel. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement à un QI qui en principe ne varie pas, un QE, donc un quotient émotionnel, il peut varier à travers le travail qu'on fait sur soi, il peut évoluer toute sa vie. Et donc on peut en refaire plusieurs. Moi j'en ai fait 3 ou 4, hein, parce que je suis certifiée depuis un certain moment. J'en ai fait 3 ou 4 pour voir comment ça avance ou ça recule d'ailleurs, où il y a des écarts. Et c'est un travail c'est un outil de développement personnel de travail sur soi. Et puis, pour terminer, il y a effectivement tous les tests dits de personnalité, hein, qui, une fois de plus, sont contextuels, environnementaux. Donc, vous pouvez passer un même test dans le cadre du travail et puis dans le cadre privé. Les résultats risquent de changer parce qu'on n'est pas toujours conscient de la manière dont on répond. Donc, ça, je pense que c'est important de le savoir. Cela dit, c'est quand même assez intéressant parce que ça nous donne des possibilités d'apprendre à mieux nous connaître. OK ? Avec quand même un petit bémol, c'est qu'il y a une série de ces tests-là qui peuvent être biaisés parce qu'ils ne sont pas conçus pour les personnes au potentiel. En particulier, si vous êtes un caméléon, que vous avez appris à vous adapter, vous suradapter depuis des années, le test peut effectivement refléter quelque chose qui est très caméléon et qui ne vous ressemble pas spécifiquement. Okay ? En principe, si vous travaillez avec quelqu'un qui est formé à ce type de test de personnalité qui connaît bien, la personne devrait savoir vous aiguiller par rapport à ça. D'accord ? Il y a quelques exceptions. En tout cas, moi, dans celles que je connais, je vous parle de ce que je travaille. Le MBTI est un test qui est assez connu, que moi, perso, j'utilise au niveau 2, c'est-à-dire que dans le MBTI niveau 1, on parle de préférence. On voit, tiens, est-ce que vous avez plutôt une préférence marquée ou pas trop marquée d'un côté ou de l'autre, on va dire. Dans la version 2, donc où on va un petit peu plus loin, on va aussi vous parler de facettes qui sont hors préférence. Et ça, c'est absolument magique parce que ça vous donne une singularité et une couleur qui ressemble tellement au haut potentiel. Donc moi, aujourd'hui, je ne fais plus des niveaux 1, je ne fais que des niveaux 2 dans mes programmes parce que là, ça donne vraiment une vraie coloration et ça permet tellement de mettre en lumière ce hors préférence, donc ce côté hors norme qui nous ressemble tellement. Voilà. Alors, il y a toute une série, moi j'en utilise aussi un autre, hein, qui est le Profiling Values, qui ne se base pas sur quelque chose de contextuel, mais sur vos valeurs. Et là, on ne peut pas tricher avec les valeurs. Et celui-là met particulièrement en avant l'aspect cognitif. En tout cas, ça n'est pas un test qui vous donne un QI, on est bien d'accord, mais j'ai quand même été assez surprise et je continue à explorer cet aspect-là des choses, du parallèle qu'on peut faire avec effectivement ce côté QI, ou en tout cas cognitif, qui est assez intéressant. Ok ? Mais enfin, plus, ce ne sont pas des tests qui sont faits spécifiquement pour les personnes au potentiel, donc l'importance d'être accompagné par quelqu'un qui connaît bien le sujet du haut potentiel, qui va vous permettre, à travers ce test en question, de vous donner les clés de compréhension de votre manière de fonctionnement. Et ça peut être important. Voilà, alors en conclusion, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous recherchez ? Quel est votre objectif ? Qu'est-ce que vous allez en faire une fois que vous aurez... et en fonction du test que vous choisirez, qu'est-ce que vous allez en faire, ok ? Ça va vous permettre de choisir, ok ? À quel moment vous allez le faire, hein, pour n'importe quelle solution que vous allez choisir, soyez relativement en forme, je dirais, hein, pas dans des grosses périodes de transition, de stress, etc. Et puis, se pose la question aussi de à qui vous allez vous adresser. Je remets en avant ici l'importance de la confiance à avoir avec le professionnel qui va vous accompagner. C'est essentiel. Renseignez-vous, connectez avec la personne. Et si vous ne le sentez pas, écoutez-vous.
Alors, c'est souvent quelque chose qu'on oublie, mais voilà. Alors j'espère que tout ça vous donne des pistes, que ça vous a donné également de la clarté pour pouvoir avancer sur ce chemin-là. Et puis je vous rappelle que si vous avez envie de passer le test de Hélène Aron sur la haute sensibilité, eh bien il suffit de cliquer ou de composer, si je peux dire, le lien 3 fois W, émotif avec un S tiré au milieu, talentueux avec un X, donc au pluriel.com/test HS, et vous aurez accès au test de Hélène Aron et très rapidement les résultats, tout ça gratuitement. Et puis il me reste juste à vous proposer également, si vous avez envie d'échanger sur ce sujet, de nous rejoindre dans le groupe Facebook Regard pluriel émotif talentueux. Vous avez également le lien ci-dessous pour pouvoir échanger alentour de ça. Je vous souhaite une super journée et je vous retrouve prochainement pour notre prochain épisode. Au revoir, planète émotive talentueux.